Parmi tous les concepts d'économie et de management envisagés depuis des décennies, il en est un qui occupe une place centrale, la valeur. La création et la délivrance de valeur pour les clients, pour les actionnaires, pour les salariés et pour les multiples parties prenantes de l'organisation constituent la raison d'être des entreprises et leur principal instrument de succès. Toutes les success stories qui suscitent notre étonnement ou notre admiration reposent avant tout sur une extraordinaire capacité de ces entreprises à repenser la valeur qu'elles délivrent à leurs clients et par voie de conséquence à leurs actionnaires et parties prenantes. Prenons ici l'exemple des plateformes collaboratives. Uber a su proposer un service digitalisé et géolocalisé à tous ceux qui désespéraient de trouver un taxi à tout instant à un tarif raisonnable et également doté d'un minimum de sens du client. Airbnb a su offrir un accès à des appartements en ville et à la campagne à des familles qui ne se voyaient proposer par les hôteliers que des chambres doubles ou une restauration hors de prix, un environnement déshumanisé, un accueil froid et distant. Blablacar a su proposer une nouvelle expérience de mobilité à ceux qui avaient un budget serré, appréciaient de rencontrer des gens ou avaient des destinations inaccessibles au mode de transport collectif. Si leurs stratégies de captation de la valeur financière ici sont sujettes à débat et polémique, personne ne peut toutefois nier que leurs millions d'utilisateurs perçoivent et apprécient réellement la valeur ajoutée de leurs services. Quelques chiffres pour l'attester, 40 millions d'utilisateurs actifs par mois chez Uber au niveau mondial, 25 millions chez Blablacar et 8 millions d'utilisateurs Airbnb en France. Si chacun s'accorde sur l'idée que la création de valeur est essentielle, personne n'est en revanche d'accord sur la définition que l'on donne à ce concept. Il en résulte de nombreuses confusions, ambiguïtés et incertitudes qui nuisent à la clarté des discours et des décisions stratégiques. Beaucoup de startups, par exemple, peinent à identifier et clarifier ce qu'est leur proposition de valeur sur le marché, ce qui conduit souvent à des défaillances à court, moyen terme. 90% des startups échouent notamment parce que cette définition de la proposition de valeur n'est pas toujours bien aboutie. Trop souvent, la notion de valeur se réduit aux questions d'utilité, de qualité et de prix. Dans la pensée stratégique directement issue de Michael Porter, depuis 1986, lui-même ancien économiste industriel, la valeur est ce que les clients sont prêts à payer et une valeur supérieure s'obtient en pratiquant des prix inférieurs à ceux des concurrents pour des avantages équivalents ou en fournissant des avantages uniques qui font plus que compenser un prix plus élevé. Cette approche de la valeur donne donc une place centrale à la détermination du prix et à la fixation d'un niveau de qualité et de service adéquat. Cette notion d'avantage que l'on retrouve dans la définition de Michael Porter. Cette représentation d'un client qui jugera la qualité d'un bien ou d'un service reçu en contrepartie d'un prix payé est encore omniprésente dans le domaine de la stratégie et du management au sens large. Cette approche, héritée de la théorie économique de la valeur-utilité, a également largement influencé la littérature marketing jusqu'à la fin des années 80. Elle se centre alors sur la valeur qui dérive de l'échange, ce que l'on nomme la customer value, et tente de souligner les modes de fixation des prix. La valeur perçue y est définie comme l'évaluation globale de l'utilité d'un produit fondée sur ses perceptions concernant ce qui est reçu et ce qui est donné, comme le ratio des bénéfices perçus par rapport aux sacrifices perçus, ou bien encore comme la différence ou le surplus entre les bénéfices perçus et les coûts perçus. La valeur s'exprime ici dans le cadre d'une transaction, d'un échange entre deux parties et intervient directement dans l'établissement des préférences, dans les mécanismes de choix et dans l'achat des produits. Du point de vue des clients, l'échange se doit donc d'être équitable et juste, c'est-à-dire que le prix payé doit être justifié par l'obtention d'une qualité, d'une utilité, de services ou de bénéfices suffisants. La notion de valeur, et par là même le concept de marketing qui en fait un élément central, est donc intimement liée aux exigences d'équité et de justice sur les marchés. Il résulte de cet impératif de justice quelques règles de fixation de prix. Le prix ne peut pas être trop élevé pour un niveau de qualité donné, sinon les sacrifices demandés aux clients seraient injustes. De même, il ne peut être trop bas, sinon les clients inféreraient une qualité faible, ce qui détruirait également la valeur qu'ils perçoivent. Le prix juste, acceptable et consenti par les clients se situe donc dans une fourchette de prix que chaque entreprise se doit de déterminer avec précision. Dans le cas contraire, elle courrait le risque de détruire de la valeur et de produire de l'injustice, ce qui, à terme, conduirait à sa perte. Outre cette valeur relative à l'acquisition d'un bien ou d'un service, les clients peuvent obtenir une valeur inhérente à la transaction en elle-même, c'est-à-dire que les clients peuvent réaliser un achat d'un bien ou d'un service dont le prix est sensiblement inférieur à son prix de référence, ce qui est une sorte de prix étalon que l'on retient en mémoire ou que l'on observe sur les marchés, et ils dégagent des bénéfices intrinsèques, des bonnes affaires qu'ils peuvent réaliser sur les marchés.
ils peuvent se sentir beaucoup plus malins, beaucoup plus intelligents et rusés dans la recherche des offres ou dans la négociation avec les vendeurs. Dans le cadre des promotions et de ce que l'on appelle le smart shopping, la transaction contribue donc directement au plaisir, à la fierté, au renforcement de l'ego des clients. Cette approche de la valeur, qui est plutôt traditionnelle, donne ici une grille de lecture utile de l'échange, en particulier des mécanismes sous-jacents aux transactions marchandes. Bien que principalement centrée sur le rapport qualité-prix, elle mentionne l'existence d'autres formes de sacrifices de nature non monétaire, les efforts, les risques que l'on va prendre, le temps que l'on va passer, à l'achat des biens et des services. Elle n'exclut pas non plus d'autres formes de bénéfices plus abstraits, tels que les bénéfices hédoniques et sociaux et symboliques. Cependant, cette grille de lecture est surtout focalisée sur l'échange et non sur l'expérience d'utilisation et de consommation vécue par le client. Dans les années 80, Maurice Holbrook, professeur de marketing à l'Université de Columbia, a donc sévèrement critiqué le caractère réducteur de ces approches de la valeur et a contribué à replacer la qualité comme l'une des facettes, parmi d'autres, de l'expérience du consommateur. Depuis, une approche plus expérientielle de la valeur s'est développée jusqu'à devenir nettement majoritaire. Elle présente la valeur comme une préférence relative, comparative, personnelle, situationnelle, caractérisant l'expérience d'un sujet en interaction avec un objet. La valeur ne constitue plus uniquement la base de la décision d'achat, mais représente davantage la conséquence des expériences de consommation cumulées. Holbrook et son collègue Kaufman mettent alors en exergue, dès 1985, différents types de valeurs. Selon eux, la valeur peut être extrinsèque ou intrinsèque à l'expérience. C'est-à-dire que le produit peut être un moyen d'atteindre certaines fins qui sont extérieures à l'expérience, se nourrir, s'habiller, s'informer, ou l'expérience peut être valorisée en elle-même et notamment donner lieu à du divertissement, de l'amusement, de la joie. L'expérience peut aussi avoir une signification personnelle et être orientée vers soi, c'est-à-dire beaucoup plus dirigée vers l'intérêt propre du consommateur ou être liée aux effets induits sur les autres, la famille, les amis, les collègues, etc., ce qui serait une valeur orientée vers l'autre. En croisant ces deux dimensions, il devient possible de relever différents types de valeurs orientées vers soi et extrinsèques, l'efficience, la commodité, l'excellence, la qualité, orientées vers soi et intrinsèques, tous les aspects ludiques, fun de la consommation, esthétique, la beauté, orienté vers les autres et extrinsèque, l'obtention d'un statut social, de l'estime des autres, de l'estime de soi. Et enfin, intrinsèque et orienté vers les autres, c'est-à-dire notamment les bénéfices éthiques en termes de justice, de vertu, de moralité, voire des bénéfices spirituels. Se poser la question de la valeur conduit par conséquent à s'interroger sur l'ensemble des significations de la consommation, à la fois sur les éléments purement instrumentaux de cette consommation, mais aussi sur ses composantes affectives, sociales et symboliques. Par exemple, l'entreprise Vitacraft, qui fabrique des aliments pour chiens et chats, explique que sa mission est de renforcer les liens affectifs et la complicité entre l'homme et l'animal à travers l'échange et le partage. Selon eux, partager un moment de vie avec un animal est une expérience unique et enrichissante. Force est donc de constater qu'il serait extrêmement appauvrissant et réducteur de ne voir là qu'une simple phase d'alimentation des animaux domestiques et de satisfaction des attentes de leurs propriétaires. Ce passage d'une logique de production préoccupée par la production, la fabrication et la commercialisation des biens et des services à une logique d'expérience devrait bousculer plus encore les organisations à l'avenir. Il existe déjà dans certaines entreprises des directeurs et directrices de l'expérience client, chez Air France, La Poste, Orange ou Apple par exemple. Ces fonctions viennent donc compléter et retoucher des organisations qui étaient profondément orientées produits. Cependant, la culture dans les organisations peine un petit peu à évoluer, à changer dans le temps. La culture doit encore changer. Beaucoup d'entreprises doivent adopter, certes, des discours très orientés sur l'expérience et adopter ce vocabulaire expérientiel, mais il convient également d'aller beaucoup plus loin et de changer le mode d'organisation et de management des entreprises en essayant de sortir un petit peu de la structuration habituelle par produit, par marque ou par secteur. Bon, cependant, la révolution ne se fait jamais en un jour.